à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Hub, premier épisode d'ailleurs de cette année 2023. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, la caméra n'est pas que sur moi, on a un nouveau plateau pour commencer cette nouvelle année. On est sur le site de Villejuif, à l'Effray, ou à l'Effray sur le site de Villejuif d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit, bref, vous avez compris. J'en perds mes moutons. Sujet du jour, jeux vidéo et surtout immersion. L'objectif, c'est de parler de l'immersion dans les jeux vidéo. L'idée de rentrer dans un jeu, d'incarner à 100% un personnage, d'évoluer dans un monde virtuel qui ressemble très fortement au monde réel, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans nos volontés de joueurs. Et on peut se demander si la réalité virtuelle peut être l'avenir des jeux vidéo. On peut se dire aussi qu'est-ce qu'on peut attendre des moteurs comme Unreal Engine et Unity. Et finalement, est-ce que c'est possible d'atteindre l'immersion totale comme on le voit un peu beaucoup en ce moment dans les nouveaux films qui sortent à la Ready Player One, Tron, etc. Ces questions, je vais les poser à mes deux invités que je vous présente tout de suite. Yannick Bourquin, qui est tout au fond, et Matteo Dominguez. J'ai bien prononcé Matteo? Oui, c'est parfait. Okay. Eh ben, bienvenue Matteo et Yannick. Merci. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur le plateau du Hub. Je vous propose qu'on vous présente rapidement. Et Yannick, je vais commencer par toi. Tu es data scientist et enseignant à Isard Digital. C'est bien ça? Exactement. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier? Eh bien, alors data scientist, c'est que je conçois des intelligences artificielles, on en parle beaucoup en ce moment, qui vont utiliser des grandes bases de données pour s'entraîner et faire les tâches pour lesquelles elles ont été entraînées. Donc par exemple, à Ubisoft, j'ai entraîné une IA qui permet de lutter contre la fraude à la carte bleue sur le store. Donc si à la fin de l'émission, j'agresse Mathéo, je lui pique sa carte bleue et j'achète un jeu Ubisoft, ça va me dire paiement refusé à cause de mon algorithme. Et donc à Isard Digital, j'enseigne l'analyse de données donc à des game designers, à des programmeurs, des producteurs, pour leur expliquer comment on analyse les comportements des joueurs dans le jeu pour savoir est-ce qu'ils jouent comme on s'y attendait, comment on peut améliorer le jeu, comment on peut faire encore mieux. T'es un peu le héros des temps modernes avec ton expérience à Ubisoft. Je ne sais pas, mais... Mathéo, à toi, tu es étudiant M1 Big Data à l'Effray. C'est ça, et en BIA. Président En BIA aussi, c'est le nom technique. Et tu es président de ForEsport. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton assos? Eh bien, avec plaisir. ForEsport, c'est l'association de jeux vidéo compétitifs de l'école. Pour faire vraiment très simple, notre objectif, c'est de former, accompagner et propulser des équipes dans différents jeux. L'idée derrière tout ça, c'est de faire rayonner l'école au-delà des murs du campus dans des compétitions. Et j'ai cru comprendre que vous étiez beaucoup. On est beaucoup, oui. Il y a une trentaine d'équipes, on est 250, un peu moins de 250 membres. Mais au-delà justement de ces compétitions, on est une véritable communauté. C'est ouvert à tous, quel que soit le niveau. Ça fait d'ailleurs longtemps que tu es président de l'association? Un an et demi. Eh ben, je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question pour vous. Pour ceux qui nous regardent et aussi pour vous, Mathéo et Yannick. Si vous deviez vivre dans un jeu vidéo, lequel choisirez-vous? Et dites-nous aussi pourquoi. Très bien. Moi, ce serait Outer Wilds pour pouvoir faire des voyages spatiaux comme ça. Ça fait le matin, on prend sa petite fusée, on va au travail. J'adore. Easy. Et toi, Mathéo? Moi, je suis un peu plus sur la branche historique. Je préférerais passer quelques semaines, voire vivre dans Assassin's Creed Odyssey, qui se passe durant la Grèce antique. Donc une période qui m'attire un peu plus. Très bien. Et ça me fait penser, j'ai oublié de vous dire un truc au début, j'avais eu une idée, alors c'est un truc juste comme ça, comme on est dans les locaux de l'Effray et qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous regardent, dites-nous dans le chat, envoyez un pouce, envoyez n'importe quel emoji, n'importe. Enfin, j'aurais peut-être pas dû dire ça d'ailleurs, envoyez un pouce, c'est très bien, ça suffira. Si ça vous tente, si ça vous intéresse de, je sais pas, on n'a pas de public aujourd'hui, on pourrait carrément avoir un public, quelques élèves, une dizaine, j'en sais rien. Voilà, et que potentiellement vous pourriez interagir avec nous. Enfin voilà. L'idée elle est juste comme ça, là, elle sort de ma tête. Donc dites-nous dans le chat si ça vous intéresse. Et puis voilà, on pourra peut-être travailler là-dessus pour les prochains épisodes. C'est parti. Let's go pour la première partie. Jingle. Alors, le nom de la partie quand la réalité et le virtuel s'entremêlent, c'est pas mal, je trouve quand même. Hein, on l'a bien trouvé. Le
l'objectif de cette partie-là, c'est de parler du photoréalisme, surtout l'avènement qu'il y a en ce moment. Et donc, je parlais tout à l'heure de Unreal Engine et Unity qui ont sorti leur démo récemment. Enfin, il y a 1 an pour Unreal Engine et il y a 9 mois pour Unity. On va d'ailleurs vous passer les 2 démos l'une après l'autre à l'écran. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui nous regardent et qui n'ont pas vu ces démos. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc il y a un peu cette quête de l'immersion pour le joueur au travers de ces moteurs. Je suppose que vous avez vu ces démos. Mathéo, qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que finalement on peut attendre ? J'ai l'impression aussi qu'il y a une grosse attente pour les futurs jeux de 2023. Qu'est-ce qu'on va voir ? Et à venir, je pense... On va pas se mentir, en regardant ces démos, les 2 moteurs, Unreal Engine 5 et Unity, sont vraiment montés un cran en termes de réalisme. Il faut regarder, moi ce qui m'a toujours impressionné, c'est le niveau de détail au niveau des cheveux. Moi j'ai toujours aimé regarder comment les cheveux étaient générés. Et là, même au niveau de la peau également, on a vraiment c'est un niveau au-dessus, c'est très impressionnant. Surtout que tu joues à The Witcher, à ce que j'ai compris tout à l'heure, et je crois qu'il n'y a pas un truc sur le détail du cheveu de The Witcher qui est très, en termes de qualité. J'aimerais bien avoir ses cheveux, c'est ça. Les cheveux de Gérald, ouais, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, ça, ce sont des détails qui sont vus par le consommateur final, c'est-à-dire les joueurs, nous. Mais il y a également, je pense que ces nouveaux moteurs vont apporter de nouvelles méthodes sur l'interactivité et le réalisme dans les jeux, avec des outils qui sont toujours plus simples d'utilisation. Et ça, pour les développeurs de jeux vidéo, c'est une vraie révolution. Sans entrer dans les termes techniques, on a vraiment 2 nouveaux outils avec Nanite et Lumen, qui sont... avec qui ? Nanite et Lumen. Ce sont ces 2 outils dans Unreal Engine qui permettent de gérer les polygones et la lumière, qui apportent... qui vont faire gagner, je pense, beaucoup de temps aux développeurs de jeux vidéo. Ah oui, j'ai vu dans les démos, c'est ça. C'est le fait que le soleil, par exemple, dans un appartement ou dans une scène. C'est ça, ça va être la réflexion de la lumière qui va être plus ou moins automatisée, si je dis pas de bêtises. Et après, c'est la gestion des polygones pour avoir notamment on va par exemple prendre l'exemple d'une statue qui est extrêmement détaillée sans que ça impacte les performances. C'est-à-dire sans que le joueur se retrouve avec une perte d'images par seconde et son immersion soit dégradée. En fait. Oui. Et alors, très bien que tu parles de ça, de manière générale, parce que moi, en fait, je ne connaissais pas les moteurs. C'est en préparant l'émission que je suis tombée sur ces démos-là et tout, que j'ai trouvé ça incroyable. Et je ne savais pas ce que c'était des moteurs. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait des moteurs enfin, je ne sais pas comment on peut les appeler, les moteurs, attendez, je l'avais noté quelque part, les moteurs propriétaires, voilà, et des moteurs communs comme Unreal Engine et Unity. Finalement... Bon, je te laisse Yannick nous en dire 2 mots, tu sauras mieux en parler que moi. Non, voilà, le gros point fort de Unity et Unreal, c'est que c'est des moteurs qui sont accessibles à tout le monde. Donc au contraire des moteurs propriétaires, qui sont la propriété des studios qui les possèdent. Mais là, chez vous, vous pouvez télécharger Unity et suivre un tuto et faire votre premier jeu vidéo avec un moteur qui a déjà toutes les fonctionnalités. Vous pouvez avoir un jeu en 3D, tout est prêt. Ça facilite énormément le développement, ça démocratise l'accès au développement. Et voilà, ça permet de gagner un temps considérable parce que créer un moteur, c'est une technologie incroyable, c'est un effort considérable, c'est des coûts énormes. Donc les gros studios comme Ubisoft, oui, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont besoin de fonctionnalités très spécifiques. Mais pour les éditeurs de jeux indépendants et les développeurs de jeux indépendants, c'est extrêmement important d'avoir cette technologie à portée de main. Et je trouve ça plutôt incroyable. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça parce que je n'ai pas vu ce mot-là pour décrire ces moteurs. Mais pour moi, c'est un peu du no-code, non ? Alors... Mais j'ai l'impression que c'est très très péjoratif de dire ça. Non, c'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'il y a des outils, il y a ce qu'on appelle le visual scripting, c'est-à-dire que ça permet de coder des choses sans être obligé de taper des lignes de code. C'est-à-dire que les lignes de code sont remplacées par une interface, donc c'est dispo nativement sur Unreal et il y a des modules qui permettent de le faire sur Unity. Et donc c'est très bien pour apprendre à des gens qui sont un peu rebutés par le code à faire des choses de base. Donc on ne peut pas aller aussi loin qu'en faisant du code. Mais on peut faire énormément de choses et c'est un excellent outil pour se lancer. Nous, à Isart, en game design, on commence par apprendre aux étudiants à faire du visual scripting. Voilà, comme ça, ils n'ont pas besoin à faire du visual scripting, à faire coder sans code. Ok, très bien.
Et est-ce qu'on peut attendre, du coup je me suis posé la question, donc là on a vu les démos de Unreal Engine et Unity par rapport au photoréalisme, où il y a un grand gap, ce que tu disais Mathéo tout à l'heure. Est-ce que du coup les moteurs propriétaires, ils vont suivre? En fait on peut s'attendre aussi finalement à la même chose du côté des moteurs propriétaires, non? Honnêtement, quand on voit ce que fait Ubisoft, je pense qu'il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Ils sont capables de suivre la technologie parce que les moteurs propriétaires sont possédés par des gens qui sont déjà à la pointe de la technologie. Donc voilà, s'ils ont des moteurs propriétaires, c'est qu'ils veulent aller plus loin que les moteurs qui sont disponibles ou alors qu'ils veulent pas, que ça leur coûte moins cher de développer leur moteur que de payer les redevances après à Unreal et Unity. Ok. Et alors en termes de, on disait tout à l'heure que donc il y a ce gros développement du photoréalisme dans les jeux vidéo qui vont venir. En termes d'attente des jeux vidéo qui vont sortir là en 2023, est-ce que vous en avez, Mathéo? Je commence par toi. Oui, moi j'aimerais là pour mars mettre la main sur Star Wars Jedi Survivor, qui est la suite du jeu Jedi Fallen Order. Donc un jeu dans l'univers Star Wars où on incarne un Jedi. Et je suis très friand de l'univers Star Wars, donc pour moi c'est top. Et après en deuxième, si j'ai de la chance, parce que c'est prévu courant 2024 avec une démo en 2023, ce serait Path of Exile 2. Donc un jeu un peu comme Diablo pour ceux qui voient. Et toi Yannick? Alors je ne veux pas faire le blasé du photoréalisme, mais je suis plutôt branché jeu indépendant. Donc moi c'est surtout Hades 2 que j'attends, surtout pour sa narration et son univers. Et alors moi qui ne connais pas, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ça ne me dit rien du tout. Hades, donc production de Supergiant Games, c'est un jeu d'action hack and slash qui se passe donc dans les enfers. Avec Hades, on incarne Zagreus qui est le fils d'Hadès et qui veut s'échapper des enfers. Et donc il y a toute une histoire et c'était très bien ficelé parce qu'en fait donc on fait des tentatives pour s'échapper et quand on meurt on est renvoyé dans les enfers, ce qui est logique. Et on débloque tous des arcs scénaristiques et narratifs. Les personnages réagissent à notre mort, on échange avec eux, on est récompensé par la narration quand on meurt, ce qui était extrêmement novateur. Et ça crée quelque chose de... Voilà. Et c'est un jeu très très beau aussi, même s'il n'a pas vocation à être photoréaliste. Très bien, donc ça c'est ton attente à toi de cette année. Voilà. Il sort quand celui-là? Je sais plus, courant de l'année. Je n'ai plus de date exacte. Très bien. Du coup, c'est intéressant ce que tu as dit juste là en disant que le photoréalisme, que tu n'étais pas trop branché photoréalisme. Parce que pour le peu de connaissances que j'ai sur le sujet et de la manière dont j'ai préparé ce numéro, je me suis rendu compte que le photoréalisme c'était quelque chose qui était en tout cas beaucoup matraqué en termes de marketing, etc. Genre c'était vraiment l'attente du joueur principal, etc. pour améliorer l'immersion toujours plus. Et en fait, et donc ça fait une transition à notre prochaine partie, je suis tombée sur une vidéo ultra intéressante et je donne la chaîne YouTube du gars parce que vraiment je trouve que c'est le type de contenu que j'aime beaucoup. Ça se voit qu'il y a eu des heures et des heures de travail. Il s'appelle Gamers Den, alors je ne sais pas si je le prononce bien. Je ne crois pas qu'il a beaucoup de followers, on voit le nombre de... Ouais, il a pas grand-chose. Ouais, 1084, ouais c'est ça, 1000K. Et bref, et donc il a une vidéo qui s'appelle l'immersion dans les jeux vidéo. Il a fait d'autres vidéos aussi, surtout sur Last of Us et Cyberpunk, qui sont aussi pas mal du tout, je vous les conseille. Bref, et donc dans cette vidéo, l'immersion dans les jeux vidéo, il met en avant, ce que moi j'avais pas forcément dans l'esprit, qu'il y a plusieurs formes d'immersion. Que du coup, il n'y a pas que l'immersion par le graphisme, comme on en entend beaucoup parler, mais il y a aussi tout ce qui est sensoriel, diégétique, narratif, etc. Et on va voir ça justement avec vous dans les prochaines minutes. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il pose la question, est-ce qu'un jeu doit être de plus en plus réaliste pour être immersif? Et voilà. Et donc il pose la question, il ouvre les portes sur la vision de qu'est-ce que l'immersion. Je te pose la question là comme ça. Qu'est-ce que pour toi l'immersion? Alors c'est sûr que c'est pas que le graphisme. Alors je réagis tout à l'heure à quelqu'un qui a cité Minecraft dans le chat. Donc voilà, en termes d'immersion photoréaliste, effectivement c'est pas le top. Mais voilà, l'immersion, c'est à un moment donné, je suis en train de jouer et j'oublie que cet univers a été créé pour moi, que je suis en train de créer sur quelque chose qu'on a créé pour moi. Voilà, si à un moment donné, je sais pas, je jouais l'autre jour à Resident Evil 4, excellent jeu au passage, et j'incarne un policier surentraîné, il y a une petite barrière en bois qui m'arrive à hauteur des genoux, mais je ne peux pas l'enjamber. Ouais. Et ça me rappelle, oui, je peux pas l'enjamber parce qu'en fait, derrière, il n'y a rien, ça n'a pas été modélisé, il n'y a pas de niveau, donc oui, je suis dans un jeu vidéo en fait. Voilà. Carrément. Et ben dans la même optique, j'ai acheté Détroit Become Human il n'y a pas longtemps.
Parce que pour la petite anecdote, j'étais un peu fière de me rendre compte que Quantic Dream, c'était des développeurs français, une boîte de développeurs français. Du coup, juste pour la petite fierté d'être française et d'acheter un jeu vidéo, donc j'ai acheté ce jeu-là qui est très bien, j'aime beaucoup. Bref. Et donc ce que je trouvais ultra intéressant justement pour ces limites, ces murs invisibles, en fait comme on est dans la peau d'un androïde, du coup on voit des hologrammes. Et en fait quand on arrive dans un endroit où on peut pas aller parce à la que limite, voilà, à la limite du jeu, et ben il y a un gros hologramme rouge qui dit danger, vous n'êtes pas autorisé en tant qu'androïde à passer ce. Et je trouve ça en fait ça reste hyper cohérent du coup. Donc bref, je dis ça là parce que ça m'y a fait penser. C'est utilisé dans l'histoire parce que justement il y a des androïdes qui vont franchir les limites. Enfin, je ne spoil pas, mais voilà, c'est un élément de l'histoire qui est réutilisé à la fois comme mécanique de jeu pour éviter de sortir des zones et en tant qu'élément narratif. Oui, carrément. Et donc, tout ça pour dire, pareil dans le chat, je vous pose cette question à vous aussi, Yannick et Mathéo, quel est le jeu vidéo qui vous a offert la meilleure expérience immersive possible, dans lequel vous vous êtes plongé dedans, il y a des heures et des heures qui sont passées, vous vous avez rendu compte de rien, quoi. Vous vous êtes rendu compte de rien. Mathéo, vas-y. Eh bien moi, si j'attends la suite, c'est que j'ai aimé le premier opus, c'est Jedi Fallen Order. C'est un ami qui me l'a conseillé. Il m'a dit oh teste, tu vas voir, c'est vraiment bien, etc. Tu vas aimer. Bon, j'installe le jeu, je l'ouvre, je lance le jeu et au bout de quelques heures, je reste, je décide de continuer parce qu'on s'aperçoit que l'histoire elle est prenante. Ça raconte l'histoire d'un Jedi qui apprend à connaître ses pouvoirs. Et vraiment, on est très attaché à l'univers parce que c'est Star Wars, c'est un univers qui est riche et dense. Ensuite, on voit son personnage monter en compétence, apprendre de lui-même. Il y a également une très bonne critique sur la bande son du jeu. Et enfin, le système de combat est vraiment excellent. On a un vrai ressenti de pouvoir, de force, de maîtrise. Et le fait de bien jouer, parce que ça reste un jeu de combat avant tout, est extrêmement récompensant et je l'ai complètement dévoré. Et c'était génial et c'est pour ça que j'attends avec impatience la suite. Et mine de rien, même si les graphismes étaient très beaux, c'est pas uniquement ce point-là qui a fait que je suis resté sur le jeu. Il y a aussi Robébou. Robébou, ouais. Robé, comment tu dis ? Robébou. Robébou, qui nous a dit The Witcher. Est-ce que Bien sûr. On en parlait en off tout à l'heure aussi. J'y joue actuellement. Des jeux que tu aimais beaucoup. Et toi, Yannick ? Alors, histoire de faire la blague, moi c'est Subnautica. C'est un jeu qui se passe sous l'eau, donc immersion. Voilà. Entre les fusées, l'eau. Voilà. Subnautica c'est juste magnifique. On arrive sur une planète, donc c'est un crash de vaisseau spatial, on est le seul survivant. On arrive sur une planète océanique. Et on doit explorer les fonds sous-marins pour trouver de quoi survivre, construire une fusée pour s'échapper. Ah oui, on voit la démo. Et justement, on parlait de l'histoire des limites physiques du monde. Dans Subnautica, on va où on veut, on est libre de descendre dans les grottes sous-marines, mais au début, on est forcément limité par la petite bouteille d'oxygène et puis les monstres marins. Donc, on va devoir construire un petit sous-marin pour s'aventurer, échapper aux créatures. Donc, en fait, on ne nous interdit pas d'aller à un endroit, mais c'est naturellement le gameplay qui, en exploitant la thématique du jeu, qui nous empêche de progresser trop vite, puisqu'il faut passer par des étapes de construction pour ne pas se faire dévorer ou mourir noyé. Oui, une fois de plus, l'évolution dans le jeu reste cohérente par rapport à l'histoire, etc. Tout à fait. Et il est juste magnifique. Et si est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait que le jeu pour toi a été hyper immersif ? C'est cette cohérence-là entre la narration et le gameplay finalement ? Il y a ça, oui, c'est très important. Et puis il y a une ambiance, au-delà de la seule qualité des graphismes, il y a une ambiance quand on a peur pour son personnage parce qu'on sait qu'il y a une espèce de bestiole qui fait 12 fois notre taille, qui peut surgir de derrière un rocher pour nous bouffer. Enfin voilà, c'est un truc, on est dedans, on a peur. En fait, c'est un truc qui manque des fois dans les jeux modernes, c'est qu'on joue à Call of Duty, on n'a plus peur de mourir parce que c'est surréaliste en fait. Enfin, j'aime beaucoup le jeu, c'est pas un souci, mais j'ai pas peur pour mon personnage, quoi. Je meurs, je redémarre, il n'y a pas de souci. Après, Call of Duty, ça reste un jeu d'arcade avant tout, je pense. Oui, voilà. C'est important. Même si un côté cinématographique, grand spectacle. Ouais, c'est sûr. Et puis c'est un des jeux aussi Call of qui est c'est des jeux beaucoup plus répandus que celui. C'est comment ça s'appelait ? Subnautica. Tu connaissais toi, Mathéo ? Oui, c'est une très bonne critique de la presse dessus. Ok. Très bien. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail des différents types d'immersion, on ne va pas toutes les voir, sinon on y passerait beaucoup de temps. Donc, on en a sélectionné quelques-unes. On va commencer par l'immersion qu'on appelle diégétique.
je ne savais même pas que ce mot existait d'ailleurs, qui passe notamment par la géographie, mais pas que, la géographie d'un jeu vidéo, mais pas que. Yannick, tu rajouteras quelques précisions là-dessus, quelques détails supplémentaires. Donc, immersion diégétique, la géographie d'un jeu vidéo, c'est le fait de la qualité, le fait que les développeurs prennent du temps au terme de qualité et de quantité dans les détails fournis pour décrire les terrains du jeu dans lequel je vais y arriver, dans lequel le personnage évolue. Donc c'est un monde qui peut exister sans le joueur, sans la quête principale du joueur. Et c'est le fait aussi de pouvoir interagir avec tout l'environnement qui nous entoure. Et un des exemples, il y a, alors tu vas me dire Yannick si je le prononce bien, la dernière fois tu m'as dit on ne dit pas comme ça, Death Stranding. Death Stranding. Ah, excuse-moi, pardon. Ah yeah, ok. Il a l'accent que je n'ai pas. Et alors, ça, c'est un jeu que j'avais vu passer et je m'étais dit, moi, je ne comprends pas comment des gens peuvent aimer ce genre de jeu, parce que moi, c'est le genre de jeu dans lequel je pourrais vraiment m'ennuyer. Mais en fait, finalement, les gens qui aiment ça, de ce que j'ai compris, c'est que comme les montagnes qu'on voit au loin, ils savent qu'à un moment donné, par exemple, la grande montagne enneigée, ils savent qu'ils vont devoir y aller et qu'ils vont galérer. C'est comme si ils s'impliquaient émotionnellement en fait, dans le jeu. Et du coup, c'est là où on se rend compte que finalement, l'immersion par les zones, par le développement du terrain, de la géographie d'un jeu peut être ultra intéressante. Mais du coup, j'ai dit que il n'y avait pas que ça. Yannick, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur cette immersion ? Je disais diégétique. Ouais, diégétique, c'est ce qui a rapport au récit, à la narration. Et on parle des fois d'immersion de processus intradiégétique, c'est-à-dire à l'intérieur du récit. Par exemple, je prends l'exemple de Deus Ex, donc un jeu de la catégorie Immersive Sims, donc simulation immersive, on est dans le thème, où en fait, il n'y a pas un narrateur qui va nous raconter ce qui se passe dans le jeu, c'est juste que le joueur attentif va fouiller et il va découvrir dans l'univers du jeu des détails qui lui racontent une histoire. Par exemple, dans ce jeu-là, donc c'est un univers cyberpunk, dystopique, sombre, tout ça, futuriste. Si on fouille, on va trouver un prospectus publicitaire qui nous dit qu'on peut être rémunéré pour son suicide et que l'argent va à nos héritiers. Voilà. Donc dans cet univers, c'est des choses qui arrivent et ça nous renseigne sur l'univers. Voilà. Oui. Et ça n'a aucun impact sur le scénario initial. Voilà, on ne rencontre jamais, ça n'a pas d'intérêt pour le gameplay directement, mais ça a un intérêt pour le lore. Pareil, si on se balade dans l'appartement d'un personnage non-joueur, d'un personnage du jeu, on peut aller pirater son ordinateur, lire ses emails et apprendre des choses sur la vie de ce personnage. Et on va découvrir par exemple qu'il a des dettes auprès d'un trafiquant de drogue, que du coup il dort avec un pistolet sous l'oreiller, qu'on va retrouver si on soulève l'oreiller. Et voilà, le joueur curieux va apprendre des choses juste en explorant. Et c'est raconté par l'univers du jeu. À Isart, ce qu'on enseigne aux game designers, ils ont des cours de narration environnementale. C'est-à-dire, quand ils conçoivent un niveau, c'est comment on fait un niveau pour faire en sorte que le niveau raconte quelque chose. Juste, c'est quoi un niveau ? Un niveau d'un jeu, c'est l'espace dans lequel on se balade. L'univers du jeu. Comment on va concevoir l'univers. Voilà. L'univers, c'est pas juste des couloirs comme ça. Voilà, c'est... Si on met, je sais pas, le cadavre de quelqu'un, il s'est passé quelque chose, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer là. Il y a une trace de sang, peut-être qu'il s'est débattu, peut-être que le tueur était ici. Là, il y a une arme qui est tombée à terre, ok, elle appartenait à qui ? Tout ça, c'est des éléments qui permettent de se dire, je passe par ici, moi joueur, et je me reconstitue les éléments. L'apogée de ce truc-là, c'est un jeu qui s'appelle Return of the Obra Dinn, dans lequel on incarne un agent d'assurance qui va inspecter un bateau qui est revenu sans son équipage. Tout l'équipage est mort. Et on va devoir reconstituer tout ce qui s'est passé. Juste en inspectant le bateau, on va trouver des cadavres, on va trouver, je sais pas, il y a un mât qui a été arraché, qu'est-ce qui s'est passé, quelle créature a pu abattre ce truc-là. Et c'est une enquête, on va essayer de découvrir tout ce qui s'est passé comme ça. Et du coup, est-ce que dans le même style, on peut mettre tout... Enfin, tu me diras, Mathéo, Dis-moi. Est-ce qu'on peut mettre dans Assassin's Creed, pour le peu de fois où j'y ai joué, toutes les quêtes un peu secondaires, on peut parce que si on fait une quête secondaire, ça n'impute pas la quête principale. Est-ce que ça rentre dans ce même principe-là ? Est-ce que c'est dans le même principe ? Oui, il faut qu'elle soit cohérente avec l'univers du jeu. C'est-à-dire que la quête, c'est un personnage qui va nous demander de faire quelque chose. Pourquoi il nous demande ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va alimenter la crédibilité de son récit ? Voilà, si par exemple je dois aider quelqu'un qui, je fais une quête dans The Witcher où il y a quelqu'un qui s'est fait cambrioler, donc voilà, on va regarder la porte, est-ce qu'elle a été forcée, est-ce qu'il y a... C'est exactement ça dans The Witcher. Ouais, peut-être tu connais la quête, je sais pas si tu peux la raconter mieux que moi, parce que j'ai très longtemps. Chapitre 3, acte 2. Non.
Enfin bon, voilà, C'est ça, ça dans l'idée, il y a des traces. Un cambriolage, c'est pas juste du texte dans une bulle. C'est qu'il s'est passé quelque chose, on va retrouver les traces de la personne, on va suivre les traces, on va retrouver. Et le voleur, il a fait ça pour une raison précise. Et peut-être que ça va être illustré parce que, je sais pas, il a besoin d'argent pour une raison X ou Y, j'en sais rien. Enfin voilà. Et Oui, tout ça ajoute de la consistance. On a vraiment l'impression d'être dans un univers qui n'existe pas, qui n'a pas été fait pour nous, en fait. Oui. Est-ce qu'on a mis l'asset de... Tu nous as parlé de Dead Space ? Dead Space. Alors Dead Space, c'est un cas d'école, on l'étudie parce que c'est eux qui ont popularisé donc l'UI, l'interface utilisateur intradiégétique. C'est-à-dire que vous regardez cet extrait, il n'y a pas d'interface directement en dehors du jeu. Les munitions s'affichent sur l'arme que le personnage tient. La jauge de vie s'affiche sur le sac à dos à l'arrière. Voilà. Et même quand on affiche du texte, en fait, c'est un hologramme qui est déclenché par le personnage. C'est justifié par l'univers du jeu. Voilà. Oui, génial. Oui, c'est ça dont tu me parlais. Yes, je refais voilà. je me remémore la discussion qu'on a eue. Je trouve ça ultra intelligent que de en fait, garder les paramètres dans le parcours du jeu. Ça fait que tu ne sors jamais en fait, du jeu que tu es en train de faire. Pour un jeu d'ambiance, c'est fondamental. Un dernier exemple, et puis après j'arrête un peu de parler. T'inquiète, t'es là pour ça. Dans The Forest, qui est un jeu de survie dans la forêt, comme son nom l'indique, le personnage, quand on veut utiliser un objet, il va sortir son sac à dos, il va dérouler, en fait, alors c'est pas un sac à dos, c'est une sorte de baluchon, il va l'étaler au sol et on voit tous les objets qu'on a ramassés. Et donc on peut les utiliser en les sélectionnant, ce qui a pour conséquence logique que quand on a trop d'objets, c'est le bordel et on met 1 heure à trouver le truc. Donc si on doit récupérer rapidement une arme pour se défendre contre un zombie qui arrive, c'est compliqué si on a ramassé trop de trucs. Oui. Ce que je trouve hyper intelligent. Oui, et là je pense que et c'est là où on va commencer à voir que finalement les différents types d'immersion ne correspondent pas à tout le monde. Je pense qu'il y en a qui vont dire ah oui, mais moi ça me plaît pas, j'ai pas envie de chercher de ranger mon sac pendant 10 minutes. Je sais qu'il y a un jeu, je me rappelle plus du tout le nom, mais par exemple quand on va ouvrir des tiroirs, ça va prendre un temps fou. Je sais qu'il y a des joueurs qui vont pas du tout aimer ce genre d'expérience de jeu là, quoi. Ça dépend du type de jeu. Effectivement, les jeux qui reposent sur l'ambiance, il y a celui qui le faisait très bien, c'était Project Zero sur Wii, qui est un jeu d'horreur, donc il y a des fantômes qui se cachent partout, on est vulnérable, enfin l'ambiance est incroyable. Et dans un des opus, je ne sais plus lequel, pour inspecter quelque chose, il faut maintenir une touche enfoncée et notre personnage va lentement écarter les rideaux et puis la caméra s'approche. Et on sait pas, et on peut arrêter à tout moment, on peut relâcher la touche et puis non, finalement, j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a derrière. Et je trouve ça génial en termes d'immersion. On se retrouve face à l'ambiance, la peur de ce qu'on va trouver. J'ai eu trop peur, je l'ai pas fini. Je l'avoue publiquement, voilà. Toi, Mathéo, c'est des genres de jeux que tu peux aimer ou ça c'est ouais. Après, les jeux d'horreur moins, mais pour le coup aussi, moi je suis plus sur la branche peut-être un peu arcade aussi. Il faut savoir que le réalisme, si on le pousse un peu trop loin, on va être on va manger sur la partie fun. Parce que qui a envie de passer, parce que le jeu vidéo c'est avant tout pour s'évader, et qui a envie de passer 3 heures à chercher dans son sac l'outil, alors que juste en appuyant sur une touche d'interaction, l'arbre est scoop, on récupère le bois et voilà, comme dans Minecraft. Donc il faut vraiment, je pense que c'est pour 2 publics différents, mais il faut vraiment faire attention là-dessus parce que il y a des jeux, j'ai plus le jeu en tête, mais je me souviens qu'il y avait un jeu où les joueurs avaient désactivé certaines animations parce que ça prenait trop de temps. Et qu'au final, ils voulaient juste le succès ils voulaient simplement l'interaction en fait. Oui. Et alors, pour finir cette partie, on va parler d'immersion sociale et de coopération. On était obligé de faire cette émission à les frais et de parler de League of Legends, c'était obligé. Alors, dans l'immersion sociale, on va trouver tous les jeux en fait en ligne, comme les MMORPG et les MOBA. Et si je ne me trompe pas, League of Legends fait partie des MOBA. Ouais. Et voilà. Et donc Mathéo, toi, c'est ton quotidien. C'est mon cœur de métier, moi. C'est ForEsport, typiquement. Pour le coup, on parle d'interaction sociale parce que ce sont des jeux ce sont des jeux d'équipe. On ne peut pas jouer au jeu seul, ou alors le jeu a été conçu à la base en équipe. Et c'est pour ça que tous les gens sur le chat là, de ForEsport que je reconnaisse, ils ont une équipe, ils participent à des compétitions. Ça crée des liens, ça crée des émotions. On gagne ensemble, mais on perd aussi ensemble.
Il faut savoir apprendre de l'autre, il faut apprendre à jouer ensemble et ça c'est vraiment une discipline qu'on retrouve, c'est exactement la même chose que dans le sport. Moi j'ai joué au basket et quand j'ai joué après à League of Legends, il y avait certains aspects qui étaient exactement la même chose, la communication, le jeu d'équipe, etc. Et donc ça c'est mon quotidien avec mes joueurs. Au-delà de ça, mis à part la compétition qui peut être aussi très, très lourde à porter, qui n'est pas forcément à la portée de tous. On peut retrouver également les jeux plus chill, plus posés. On va avoir du Stardew Valley, du Minecraft, ou alors même des jeux comme ça qui vont être... on va pouvoir jouer ensemble et passer un bon moment et forger des bons liens. Et plus tard, tu te souviens, on avait notre petite ferme sur Stardew Valley. Et enfin, tu l'as très bien dit, il y a des jeux qui sont faits en première idée avec le multijoueur. C'est vraiment l'aspect principal. Et là, ce sont les jeux massivement multijoueurs, les MMORPG, que ce soit pour jouer à World of Warcraft, à Guild Wars 2, ce sont des jeux où on va être 50 pour tuer un boss, il va falloir se coordonner. Et là, pour le coup, ça va être très très dur. Il va falloir y passer des heures. Et là, c'est des souvenirs de fous qui vont rester toute une vie, je pense. Toute une vie, vraiment. Alors, je vais réagir sur World of Warcraft parce que j'ai passé un petit bout de temps. Et quand il fallait faire un donjon à plusieurs, donc voilà, on était un petit groupe, moi, j'étais celui qui lisait tous les textes de quête et qui restait en arrière pendant que les autres fonçaient. Parce qu'ils connaissaient déjà, ils avaient fait le donjon 150 fois, donc ils savaient déjà tout ce qu'il y avait à faire, ils se précipitaient vers le boss. Et moi, j'ai essayé de m'immerger, de comprendre pourquoi on allait tuer le boss, c'était quel personnage, tout ça et tout. Et je me faisais distancer par le groupe. Donc voilà, je me retrouvais à l'arrière. Et puis au final, j'ai fait comme tout le monde. À la fin, je lisais plus les textes de quête et je consommais le contenu comme du fast-food plutôt que d'apprécier tout l'univers qui avait été créé par Blizzard. C'est pour ça que moi j'aimais bien sur Guild Wars 2, c'est que avant un donjon, il y avait 2 modes de sélection. On pouvait rentrer soit en mode histoire. C'était pour les gens qui étaient tout simplement sur leur première fois et qui voulaient voir profil, du coup. c'est ça. Puis c'était surtout pas le même niveau de difficulté, on va pas se mentir. Okay. C'était pour les personnes qui souhaitaient regarder les cinématiques, lire les dialogues, etc. Prendre en compte l'histoire. Et il y en avait les autres qui étaient là pour la récompense hebdomadaire qu'il fallait absolument faire pour être sur le prochain raid, quoi. Voilà. Qui parle en jargon dans le chat. Voilà, tu pètes l'ambiance. Et alors, juste pour ajouter un petit truc, parce que c'est vrai que là, on parle vraiment d'immersion sociale. C'est ça. Et c'est vrai que moi, souvent, il y a trop ce truc-là de les parents, quand on est à fond dans les jeux vidéo, ils sont trop là en mode vous n'avez pas de vie sociale, etc. Mais en fait, si, dans les jeux en ligne, il y a quand même un lien de ouf qui est créé, quoi. On fait des trucs à plusieurs et on peut échanger toute la soirée avec ses potes sur les jeux en ligne. On peut juste en parler après, voilà. Mais au final, quand on regarde un film, quand on lit un livre, on est isolé aussi, techniquement. Ouais, de ouf. Ouais, carrément. Voilà. Mais c'est... Et alors, tout à l'heure, je me suis trompée, j'ai raté toute la partie immersion narrative. Désolée, la régie, je reviens en arrière. Avant de passer à l'instant gaming, immersion narrative, que je n'oublie pas. Alors, l'immersion narrative, c'est le fait d'être absorbé par l'histoire du jeu, par l'histoire qui est créée, le fait de s'identifier et de s'attacher à un personnage. Il y a plusieurs niveaux de narration, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, mais il y a l'endonarratif, par exemple, où c'est le fait d'avoir une narration très faible, comme les jeux comme Mario, par exemple. Les jeux évolutifs, où là, tu parlais de Minecraft tout à l'heure, typiquement Minecraft, il est dans cette catégorie-là. C'est des jeux avec une grande liberté pour le joueur. Et les jeux à récit complet, c'est là où en fait l'intrigue elle est au premier plan. Il va y avoir des chapitres, il va y avoir des séquences qui sont coupées de cinématiques. Cinématique, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, avec des choix multiples, etc. D'ailleurs, pour le jeu que j'ai acheté, là, Detroit Become Human, j'ai appris qu'il y avait 99 fins possibles. Je trouve ça juste énorme. Est-ce que tu as un petit bijou, Yannick, à nous partager dans ce style-là d'intrigue au premier plan immersion narrative? Sans surprise, Outer Wilds. Il y en a plein. Là, j'ai testé Road 96 aussi, qui est incroyable. Outer Wilds, il faut le citer parce que l'intrigue, c'est le gameplay. À tel point que quand on connaît l'intrigue, on ne peut plus y rejouer, en fait, parce que tout l'objectif du jeu, c'est de comprendre ce qui se passe.
Un peu comme les jeux de société, la escape game, où tu le fais une fois et après tu peux plus y jouer. Je connais à ton la jeu. solution, Ouais, ok. c'est en fait Outer Wilds, ça va être donc pour ceux qui connaissent pas, on est dans un petit système solaire, on se balade avec sa fusée et en fait toutes les 22 minutes le soleil explose en détruisant tout et il nous ramène dans le temps par une force mystérieuse et il va falloir comprendre pourquoi et réussir à sortir de cette boucle temporelle. Et donc tous les obstacles, ça va être de comprendre, je sais pas, on rencontre une créature, on va essayer de la comprendre. C'est dur de ne pas spoiler, mais voilà, quand on connaît le truc pour passer la créature, ah oui, c'est logique, c'est tellement logique, et en fait c'est en enquêtant, et on peut la passer sans problème, c'est plus un obstacle, parce qu'on a compris comment ça fonctionne. Il y a quelqu'un dans le chat justement qui dit meilleur jeu narratif Rod 96. C'est Voilà. l'exemple que tu as donné là, juste avant. Lequel, pardon? Rod, t'as dit Rod 96, ouais. T'as dit que tu avais essayé. Ouais, je suis dessus en ce moment, c'est un bijou, foncez dessus, il est sur le Game Pass. Je réagis aussi, d'ailleurs il y a quelqu'un qui demandait sur le chat à un moment, on a pété les plombs face à un jeu. Et justement, moi, c'est les moments de grosses incohérences. J'avais joué récemment à Resident Evil Village et on se retrouve dans un moment où on est au milieu d'une baraque qui est en flammes, il y a un incendie, la température doit être insupportable et puis on est face à un personnage qui est en train de... On a, oh là là, qu'est-ce que je... Le personnage principal se pose des questions, il commence à faire des réflexions philosophiques. T'es dans une baraque en flammes, mais casse-toi. Ouais. Sorte d'incohérence en fait. C'est incroyable. Et en fait, c'est aussi la grande... J'enchaîne sur le photoréalisme parce que c'est hyper intéressant. Le gros problème des jeux qui sont aussi beaux, c'est que la moindre imperfection saute aux yeux. Aussi minime. Sur Mario, on s'en fiche qu'il y ait des imperfections, les trucs qui sont... Voilà, sur les vieux Mario. Là, je jouais à Deathloop. Pardon ? On va être beaucoup moins exigeant. Ouais, voilà, parce que c'est relatif à l'univers dans lequel on est. Là, j'ai joué à Deathloop récemment, qui est très très beau jeu. Et à un moment donné, je passe devant un projecteur, voilà, comme ceux qu'on a sur ce magnifique plateau. Que vous ne voyez pas. Voilà, que vous ne voyez pas. C'est l'objectif. Et ça fait pas d'ombre. Je vois pas l'ombre de mon personnage, comme si j'étais un fantôme. Et je bloque dessus. C'est un détail, hein. C'est bête parce que voilà, mais ça m'a fait tiquer. Et voilà. Il y a, dans la vidéo, je le donne en exemple parce que ça m'y fait penser. Dans la vidéo justement dont je parlais de Gamers Den que j'ai regardé surtout pour préparer cette partie-là sur les immersions, il disait que dans certains jeux, ils vont tellement loin qu'il y en a, je crois que c'est dans The Witcher, tu vas me dire, c'est peut-être là-dedans. À un moment donné, il y a un cheval et les couilles du cheval, elles rétrécissent avec le froid. Alors ça, j'ai pas observé ce détail. Honnêtement, j'ai pas encore vu. Tiens. Non, je n'ai pas vu Ablette. Voilà, non. Mais c'est peut-être pas dans The Witcher, hein, je me trompe peut-être. Mais il y avait ce truc-là, en tout cas, du réalisme poussé au détail, quoi. Voilà, ces gens sont payés. Non, mais après, c'est vrai, parce que tous les détails comptent. Quand je travaillais à Ubisoft, j'ai appris qu'il y avait des gens qui travaillaient sur l'intelligence artificielle des oiseaux, qui se baladent, juste les oiseaux qui sont là pour illustrer. Mais bon, quand on tire un coup de feu, l'oiseau, il s'envole pas dans n'importe quelle direction. C'est important, il faut que ce soit crédible quand on s'approche, à quel moment. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, parce que si jamais c'est pas crédible, si c'est parfaitement crédible, on verra rien. Par contre, si c'est pas crédible, on va dire tiens, c'est bizarre. Voilà, il y a un truc qui cloche. Donc c'est passionnant. Et la grosse contrepartie de tout ça, c'est que les jeux sont de plus en plus chers à produire. Parce que voilà, on a envie de plus en plus de détails réalistes. Et quand on a des démos comme celle que vous avez montrée au tout début, là, on peut rien laisser passer. Donc là, je regardais, un jeu PS3, c'était 25 millions d'euros à produire. PS4, 100 millions. Et PS5, 200 millions. Ah ouais. Voilà. Et puis après, on dit, ouais, faut peut-être augmenter le prix des jeux. On ne sait plus trop, on met des microtransactions. Mais ouais, à un moment donné, ça coûte tellement cher que ça devient compliqué. Et alors, avant de passer à l'instant gaming, il y a des questions que je vous ai pas posées qui sont passées. Il y en a une, n'hésitez pas à les remettre, j'en ai qu'une seule. Voilà, si on n'a pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à les remettre pour qu'on les revoie. Il y en avait une, c'est si vous aviez un budget illimité pour créer un jeu, ce serait quoi le jeu de vos rêves? Question difficile. Ça, c'est une belle question, hyper... Je pense que je ferais un jeu de cartes à collectionner, quelque chose comme ça, avec peut-être un espèce de jeu de cartes à collectionner, un petit peu une bataille, voilà. quelque chose en ligne ou avec où le but ce serait un petit peu comme un système de Panini, je pense. De Panini ? De Panini, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir des boosters et après on a des cartes différentes de différentes raretés, quelque chose comme ça. Ok. Et le but ce serait de collectionner toutes les cartes, quelque chose. Un peu à la Pokémon. Peut-être un peu à la Pokémon, ouais, quelque chose dans ce style. J'aimerais bien un petit jeu de cartes comme ça.
Et toi, est-ce qu'on serait plus dans les fusées, dans le sous-marin ou pas? J'en sais rien. Déjà, il y aurait de la narration, je pense. Ouais, parce que typiquement dans la narration, ce qui coûte extrêmement cher, c'est de faire des embranchements quand on a des choix qui mènent à des conséquences différentes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeux qui trichent. On fait un embranchement, en fait, ça ramène au même point parce que ça coûterait trop cher de maintenir tous les embranchements et de faire 1 milliard de fins. Oui. Voilà, les 99 fins de Détroit, je pense qu'elles sont pas toute une cinématique unique de 1 heure, quoi. Ouais, Je pense qu'il y a pas. des petites différences de texte et tout ça, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Mais voilà, je te dirai, moi j'irai jusqu'au bout. tu me raconteras. Mais ouais, pouvoir faire un jeu narratif infini qui raconte sans cesse de nouvelles histoires, toutes crédibles et toutes bien écrites, ouais, ce serait un rêve. Un jour peut-être. Voilà, on a répondu à ta question. À chaque fois, c'est des noms Pernambucano. Je sais même pas si je le prononce bien, désolée. Alors, on va passer à l'instant gaming. Ce que moi je retiens de cette partie-là, je me suis rendu compte en fait que vraiment l'immersion, elle était propre à chacun. Et en fait, un jeu n'est pas forcément que immersion sociale ou que immersion diégétique ou que immersion narrative. C'est un peu un mélange de tout. Et après ça c'est mon propre avis, vous me dites ce que vous en pensez. Mais j'ai un peu peur finalement que si on se focus trop sur le photoréalisme, et ben en fait les jeux cartoon on les met où, par exemple? Alors que qui n'a pas été immergé dans un Mario qui est très loin du photoréalisme. Donc voilà, je pense qu'il faut en faire pour tout et tout le monde en fait, et que l'immersion est très diverse. Moi C'est beau ce que tu dis. J'avais une petite anecdote que je trouvais vraiment intéressante sur le photoréalisme. Je crois que c'était en 2007, il y avait une blague sur internet qui s'était répandue parce que c'était la sortie d'un nouveau jeu qui s'appelait le premier, je crois, Crysis. Et la blague, c'était quand quelqu'un se vantait ou mettait en avant, ah ouais, moi j'ai eu, il faut se remettre dans le contexte, hein. J'ai un nouveau PC, il est super, j'ai les meilleurs composants. Et bien la petite blague, c'était de dire, ah ouais, t'as un bon PC, mais est-ce qu'il fait tourner Crysis? Parce que le jeu était tellement révolutionnaire à l'époque en termes de graphisme et surtout en termes, il fallait avoir c'était DirectX 10 je crois, mais il était tellement novateur que c'était le Graal, c'est-à-dire avoir un PC capable de faire tourner ce jeu, c'était le Graal. Ouais, c'était incroyable. Et donc ça c'est un mème qui est resté longtemps. Ça. Génial. Bon bah c'est parti pour vous faire gagner des cadeaux comme à notre habitude. Jingle pour l'instant gaming. Alors, cette fois nous avons, j'allais dire 3 questions pour 3 cadeaux, mais non. Mathéo, tu poseras la dernière question pour faire gagner un pull e-sport. Avant ça, on a 3 questions qui vont vous faire gagner 3 mini-bornes. Et là, je recommence à faire du télé-shopping. Voici les mini-bornes à gagner. On peut répondre, nous? Comment? On peut répondre, nous? Oui, vous pouvez répondre. Ouais. Faut juste laisser un petit temps pour les laisser répondre. Et vous pouvez répondre, je vais vous poser les questions. Mais vous les avez peut-être déjà vues, donc vous avez... Je crois que c'est scripté. Je voulais l'allumer, mais en fait, je peux pas, je crois. Non, je peux pas l'allumer. Je peux pas vous montrer. Je ne sais absolument pas vous allez pouvoir jouer à quoi, mais ça a l'air très sympa. Il faut des piles. Non, regarde, il y a des câbles. Regarde. Ah si, quoique, attends. Ah, t'as peut-être Il faut raison. le brancher. Ah, il a raison. Oh là. C'est des piles. Ah, ça va. Il y a des piles rechargeables, c'est un peu moderne. Alors, les questions sont... Ah oui, les règles sont simples. C'est je pose la question et c'est au plus rapide qui répond qui gagnera. Voilà, j'ai tout dit. Annonce des gagnants, les cadeaux, les questions. C'est parti. Alors, 3 premières questions pour gagner. Il y en a 3. Elles sont de la même couleur les autres? Ouais, elles sont bleues aussi. C'est la même chose. Ouais. Alors, première question. Qui est le héros de Sword Art Online? Pardon, j'allais dire Alone, mais pas du tout. Sword Art Online. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs? J'ai regardé 3 épisodes, ouais. mais je me souviens plus du nom du héros. Je ne connaissais pas du tout, et en plus, c'est ce qu'on appelle un light novel. Je ne connaissais même pas ce mot. Alors pour ceux qui connaissent, ils vont peut-être me détester si je dis ça, mais je crois que c'est c'est quoi le mot? Un truc entre un manga et un roman, en fait. C'est pas totalement un manga parce que c'est des images illustrées. Je crois que c'est à peu près ça, je crois avoir compris. Dites-moi dans le chat si c'est pas du tout ça. Et si c'est pas ça, donnez-nous la définition. Est-ce qu'il y a eu des réponses? Ouais, je crois qu'ils ont été assez rapides. Ouais.
Et c'est ça. Et c'est non, ce Kirito. n'était pas Mario. Dommage. Il y a quelqu'un qui a Désolé. répondu Ah Mario. oui, Ah bah oui. ouais, c'est bon, on les Et confond Kirito. souvent. Hein, c'est L'esprit poilu très drôle, j'aime beaucoup ce genre de blague, Kirito. oui. Très bien. Ensuite, deuxième question pour le deuxième cadeau. Qui est le réalisateur de Ready Player One? Est-ce que vous savez? Attends, laisse répondre Yannick et je te donne la main. Ah là, c'est un peu plus... Le film est sorti en 2018. Je l'ai re-regardé aussi. Il y a un Ready Player One 2 apparemment qui est en construction. Et on Ready sait pas Player trop 2. la... Je sais. Ready oui, Player ah One 2. Dites-nous dans le chat, est-ce qu'on Ah doit oui. dire Ready Player 2 ou Ready Player One 2? Ah, c'est bon, on a la réponse. Du coup, qui c'est Yannick? Spielberg. Bien Je sûr. ne le savais pas, mais j'ai lu les réponses sur le petit papier que j'ai eu avant l'émission. Pour passer pour quelqu'un de cultivé. Ensuite, troisième question, et après, Mathéo, je te passe la main pour Ouais. la quatrième question. Troisième question, quelle console a été la plus vendue au monde? Quelle console a été la plus vendue au monde? Là, pour cette question, j'ai été, moi, personnellement, très, très étonnée de la réponse. Vous diriez Oui. quoi? Moi aussi, j'ai été. Ah, t'as moi, je crois. regardé la réponse? Bah, Très j'ai cher. regardé, la réponse, mais après j'ai recherché sur Wikipédia Ah, pour tu savoir, voulais voir si j'avais bien... Tu voulais vérifier? pas pour hein. remettre en question, mais pour savoir quel plaisante, était je le classement. t'embête. Et j'étais persuadé, bon c'est bon, il y en a qui l'ont trouvé, mais Ok, que ça allait vas-y. être une vieille console Atari, Nintendo. Ah, moi, Je sais j'aurais pas, pensé que c'était 64. beaucoup plus nouveau que Ah non, non, PlayStation 2. les gens ils ont personne pas n'a dit. l'argent pour mettre 500 balles dans une console Mmh, aujourd'hui. Oui, pas faux. Enfin, moins de personnes. Ouais. Moi, je le savais, mais j'étais né, alors c'est un avantage. Tu le savais, mais quoi? Mais j'étais né. J'ai connu l'Atari 2600, moi, madame. Du coup, il y en a pas mal qui ont répondu. Il y a PS3, PS4, PS3. PS3, il y en a quand même. Il n'y a pas beaucoup qui ont répondu PS2. En tout cas, ils ont vu juste, c'est l'univers Sony, Ouais. quoi. PSC1, ça existe ça? PSC1, c'est quoi? Non, moi, ça me dit rien. je crois. PlayStation, j'allais dire, je sais pas. PlayStation Cube. Et en plus, je crois que le classement est vraiment, ça talonne de près. Hein. Je crois que le numéro Ah oui, 2, oui. Oui, Oui, exactement. il y a la pas- DS, Bah, je j'ai que crois. Exactement, ouais. C'est la DS. 155 millions d'unités dans le monde pour la Sony. Pour la Et la PlayStation DS, c'est 150. Ouais. Ça, c'est, Ah ouais. t'as tout à fait raison. Ouais. C'est extrêmement 2. proche. C'était la DS en 2? C'est la Nintendo DS en 2, ouais. Ok. Très bien. Bon, bah voilà, on a notre gagnant. Non, j'allais passer à la prochaine partie, mais non, Mathéo. Ah oui. Je te donne la parole J'ai pour une- ta question. Et j'ai Pour me une faire gagner un super pull. For eSport. J'ai Yeah. une dernière question pour vous. L'idée, c'est de trouver en quelle année est sorti Valorant, le dernier jeu compétitif de Riot Games. En quelle année? On va voir s'ils vont trouver. Ça devrait pas être très compliqué. Ok. Tu saurais, toi, Yannick? On va peut-être. Je crois savoir, mais on va voir. Ok, ça va. Et c'est pour un pull For eSport, bien sûr. Ah, je me serais trompé d'un an. Ah ouais? Ouais, j'aurais dit un an plus tard. C'est quelle année, du coup? 2020. C'est Ouais. sorti en 2020. Il y en a qui sont réactifs. Hein. Pas mal. Je crois que ça parlait à pas mal de personnes. Là. Wikipédia en surchauffe. Ah, on nous dit. ChatGPT là. PSC1 prévention. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ah putain, j'ai mon PSC1 en plus, mais c'est vrai, je le sais. Ok, et ben passons à notre dernière partie. Pour répondre un peu à la question, l'objectif, c'est tendrons-nous vers des jeux vidéo qui nous rapprocheront de l'expérience de l'immersion que l'on connaît tous, qui est vécue dans Ready Player One et peut-être dans Ready Player One 2. Alors c'est parti, jingle pour la deuxième partie. Pardon. Alors, Ah là, c'est le stress qui descend. la blague est de Burger Quiz à la base de Alain Chabat. Ça me met très Alors. très bien. Objectif de cette partie, c'est de voir si l'immersion totale qu'on connaît tous dans Tron, Ready Player One et autres est possible grâce à la réalité virtuelle, mixte, augmentée, etc. Parce que c'est vrai que finalement, quand on regarde les films, j'ai regardé Clone aussi ce week-end avec Bruce Willis. Et il y a toujours, ou même les épisodes de la série Black Mirror que j'adore trop,
Il y a énormément d'épisodes ou de films qui mettent en scène l'avenir des jeux vidéo au travers soit de la réalité virtuelle, la réalité mixte ou augmentée. Du coup, jetons-y un petit coup d'œil. Et pour ça, nous avons avec nous Mathéo, qui est expert en réalité virtuelle. Oula. Je rigole. Heureusement. Mais tu connais un petit peu. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'état de la réalité virtuelle aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le marché ? Qu'est-ce qu'on peut attendre Sur le marché, aujourd'hui, on a l'équipement qui vaut assez cher. Ce sont des casques de réalité virtuelle qui sont autonomes ou semi-autonomes. Ce que j'entends par là, c'est autonome. On le branche, on a nos manettes et c'est parti, on peut jouer. Et semi-autonome, on va brancher un câble à notre casque et à notre ordinateur pour utiliser la puissance de celui-ci. Et c'est quoi qui est plus, en termes de nombre d'unités sur le marché, il y a plus quoi ? Des casques autonomes ou des casques, tu penses que c'est à peu près équivalent ? C'est une bonne question, mais de toute façon, la plupart des casques, je pense, autonomes ont un dispositif pour mettre un casque, tout simplement parce que c'est pas le même catalogue qui peut être proposé. Parce qu'un casque, c'est, comme l'expliquait très bien un ami, là, je remercie Hugo qui m'a bien expliqué là-dessus. Un casque, il m'a dit, on est sur la puissance d'un téléphone portable, d'un gros téléphone portable. Un PC, c'est une tour gamer, dedans il y a une grosse carte graphique, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'on va avoir accès à deux types de jeux différents. Okay. Mais la plupart des casques aujourd'hui, je pense, profitent de pouvoir brancher un câble sur son PC. Ok. Et donc, tu disais qu'il y a deux types de lunettes existantes, autonomes et pas autonomes. Et du coup, je suppose que l'objectif, c'est de ne plus avoir de câble et de... À mon sens, c'est ça. L'idéal, je pense, dans un futur proche, c'est d'arriver à une miniaturisation qui soit suffisamment conséquente pour éviter déjà le poids, parce que c'est très très lourd, ça on est d'accord là-dessus. C'est fatigant, on parlera après des limites, mais déjà c'est quelque chose de lourd. Et ensuite, dans une petite place, c'est dur de placer autant de puissance. C'est pour ça que l'idéal, ce serait d'arriver à un casque suffisamment agréable à porter, avec une grande autonomie, parce que c'est la batterie aussi. Comme on ne le branche pas, il y a une batterie à prendre en compte. Et en plus de ça, avec une puissance suffisante pour avoir des jeux de qualité, tout simplement. Oui, il y a SML, BRHM. Les casques autonomes, c'est tout récent, non ? Les casques autonomes, c'est sûr, quoi. Relativement, de toute façon c'est un marché, on l'a vu rapidement sur l'asset du graphique ici, mais c'est un marché encore qui se cherche. Alors là le graphe date un petit peu, la dernière barre de l'histogramme là c'est 2018. Il faut savoir qu'après il y a eu la pandémie qui a énormément accéléré le marché parce que les gens étaient confinés chez eux, et ensuite je pense qu'il faut encore attendre quelques années pour arriver dans un marché vertueux, c'est-à-dire que le marché est suffisamment grand pour que les développeurs se disent « Ah ouais, il y a un marché, dans ce cas je vais créer des jeux », et les joueurs après ils disent « Ah ouais, mais le jeu qui va sortir en VR il est vraiment bien, je vais m'y mettre », et ainsi de suite. Actuellement, on va y arriver sur ce cercle vertueux, mais il va falloir encore attendre un petit peu, je pense. Et il y a Stacy, oui c'est ça, je vois pas, Stacy Nae, qui dit Apple va bientôt lancer son casque aussi apparemment. T'en as entendu parler ou pas ? Personnellement non, j'ai vu les casques du CES etc, mais le casque Apple apparemment, il faudra qu'on regarde. Et j'ai vu aussi passer de SML BRHM, vous avez vu le nouveau casque VR du créateur d'Oculus ? Oui, et on va en parler juste après si c'est bien... Ah oui, non, c'était la question de Panda Power tout à l'heure. Pardon. Bref, pour le nouveau casque du créateur d'Oculus, oui, on l'a vu. Si tu parles du casque qui tue, on en parle juste après. Si c'est pas ça, n'hésite pas à nous donner le modèle. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on a vu le graphe. Moi, pareil, pour préparer encore l'émission, je suis allée dans une salle à Saint-Lazare. Parce qu'en fait je me suis dit on va parler de réalité virtuelle, mais à mon sens par rapport à la petite consommatrice que je suis, pour moi c'est un gros flop la réalité virtuelle, et je me suis dit ok, je vais me mettre un peu à jour parce que moi j'ai pas de casque chez moi. Et je suis allée dans je sais pas comment on peut appeler ça, une salle de jeu où en gros j'ai mis un casque, et en fait l'expérience était stylée en soi parce qu'on met quand même un casque, il y a une vue dès qu'on tourne la tête, le jeu tourne aussi, donc ça c'est vraiment génial pour le coup.
Mais j'ai été quand même déçue parce que, le casque est super lourd. Je devais tout le temps le repositionner. La qualité d'image n'est pas folle. Enfin, je préfère être sur ma console et voir la télé. En termes de qualité, c'est un peu mieux. Bah, c'est indéniable. Et puis, le fait d'avoir le fil, je le sentais des fois. J'allais à droite et à gauche. Mais le truc qui m'a le plus dérangé, en vrai, c'est le fait de ne pas bouger. En fait, je me suis dit, en tant que consommatrice, j'ai un casque sur moi. Moi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de courir, de marcher, de faire plein de trucs. Et en fait, là, même dans le jeu vidéo, finalement, j'avais une barrière. Donc, il fallait que on tue des zombies. Et en fait, j'avais une barrière devant moi qui m'empêchait. Enfin, de toute façon, je ne pouvais pas avancer, mais ça restait cohérent dans le jeu. Mais du coup, c'était très. Limité comme expérience, tu aurais aimé tout de suite. Je prenais pas. Tes sens te disaient, allez, il faut que je bouge, il faut que je fasse une roulade à droite. C'est ça. Et je trouve que ça, c'est une des grosses limites de la réalité virtuelle. C'est qu'en termes de sens qui est travaillé, c'est surtout la vue, un peu l'ouïe, parce que si on met des écouteurs, on peut se sentir un peu plus immergé, et un peu le toucher, notamment avec le développement de la sensitivité sur les manettes. Sur la manette, ouais. Mais c'est vrai que ça manque. On ne peut pas marcher en général, courir, faire ce genre de choses. Il y a plein de choses qui manquent encore. Hein. On est limité par d'autres corps. En fait, c'est bien pour certaines expériences. Alors maintenant, on arrive à faire des jeux où on peut bouger dans le jeu sans vomir. Parce que c'était le gros problème au début, c'est qu'on ne maîtrisait pas. Il y a un savoir-faire qui s'est accumulé au fil du temps. Au début, si on faisait des jeux où on pouvait avancer en même temps, c'était mal au cœur direct. Maintenant, on arrive à faire un peu mieux. J'avais testé le jeu d'horreur d'Ubisoft en VR qui s'appelle, j'ai oublié son nom, il faut le retrouver facilement, c'est celui, il y avait Elijah Wood dans la pub, Transférence, voilà. Dans lequel effectivement on peut avancer. Et c'est vrai que pour un jeu d'horreur, c'est unique. C'est-à-dire que je me souviens dans le jeu, ça servait à rien, mais j'ai attrapé une flûte à bec et je la tenais avec la pointe comme ça pour m'en servir comme d'arme. Et j'étais un playtest, il y avait les designers autour qui me disaient mais pourquoi tu fais ça? Non mais j'ai envie quoi, c'est comme ça que je me sens dans le jeu. Et je pouvais faire un truc vraiment où je me penchais comme ça sur le côté pour essayer de voir sans avancer, voir ce qu'il y a au détour du couloir. C'était assez incroyable. Mais c'est limité, on peut pas tout faire comme ça. Tous les jeux vidéo ne se prêtent pas à la VR. Ouais, carrément. Il y avait une youtubeuse qui s'appelle Greyfound, je crois, qui avait fait une super vidéo pour expliquer qu'à un moment donné, quand on est limité, enfin dans la VR, on est limité par son corps. Quand on joue à, je sais pas, Devil May Cry, si tu appuies sur un bouton, tu fais une triple pirouette. Bon, je vais pas faire une triple pirouette dans mon appart. Ça ne marche pas. Il y a un problème. C'est... Dommage. Voilà, j'aimerais bien, mais voilà, donc c'est pas le futur. C'est bien pour certaines catégories de jeux, c'est top. C'est l'expérience. Moi, j'ai passé des moments incroyables sur des jeux comme Space Junkies ou autres où on va manipuler des armes. C'est pas juste la manette. On a l'impression de tenir un fusil dans ses mains et c'est assez incroyable. Mais ça reste un genre niche. On peut pas tout adapter comme ça. Mais est-ce que justement, on peut pas se dire, t'as quel avis toi sur l'avenir de la réalité virtuelle, toi, Mathéo? Est-ce que on pourrait pas se dire justement que ce serait bien qu'on puisse faire ce genre de choses? Triple pirouette dans aujourd'hui, non, mais c'est vrai, ça serait génial. Alors aujourd'hui, la technologie ne nous le permet pas, mais on se sentirait vraiment immergé dans un jeu vidéo si on est capable de faire ce que font nos personnages aujourd'hui. Je pense que ce serait une bonne chose en soi, ce serait une bonne expérience, mais ça va être très limité, en termes de technologie et de coût. En fait, je pense plus déjà aux limites qu'à ce que ça pourrait apporter. Et ensuite, à titre personnel, je ne pense pas que... cette expérience. Oui, je suis moins réceptif et que ce soit la finalité. L'idée, c'est plutôt de pouvoir interagir avec son monde en restant chez soi, en fait. Actuellement, il faut se remettre dans le contexte, il y a eu la pandémie, beaucoup de jeunes, etc., ils étaient dans leur chambre étudiante. Bon, je ne crois pas qu'ils aient le budget pour installer tout le setup qui te permet de te jeter, de faire une roulade, etc. Voilà, c'est plus compliqué. Je pense que ça va coûter très cher. Ça va coûter très très cher, et puis voilà. Alors que, au contraire, améliorer déjà ce qui existe déjà. Donc on va l'angle de vue, les images. Je ne vais pas répéter tous les caractéristiques techniques. Mais ça pourrait déjà aider grandement dans ce sens-là, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le vois l'avenir, c'est avant tout une amélioration des capacités de la machine, en fait, du casque. Yes. Et justement, il y a la sortie le 22 février là, du PSVR 2. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Mathéo. Là, pour le coup, c'est un casque autonome ou pas, d'ailleurs? Là, alors là, je ne pense pas. Parce que je crois qu'il n'y a pas de câble. Alors, ce que j'ai vu, non
Moi, je On voit pense un que câble si. sur l'image. Moi, je pense que. Alors, là, tu oui. me fais avoir un doute. Ouais, il y a un câble, Mais ça, c'est j'en vrai parlais que- encore avec mon ami Hugo. Il faut avoir une PS5 pour pouvoir y jouer. Oui, donc, ça, c'est voilà. le gros, je suis d'accord. Donc, Ouais. la C'est- PS5, c'est pas en Bluetooth. Et en plus, ce casque-là est plus cher que la PS5. Il est Ouais. à 600 balles, je crois. Voilà. Après, c'est très prometteur de ce que j'ai vu, les caractéristiques techniques, c'est vraiment très prometteur. Mais encore une fois, c'est avec un casque, avec une PS5 qui est une très belle machine, on va pas se mentir. Mais par contre, je trouve que ce qui est très important, enfin, ce qui va vraiment apporter, je trouve, je crois que tu en parles un peu, mais c'est les manettes. Avec un peu ce qu'on retrouve sur les manettes de PS5 à la, je crois, DualSense, quelque chose comme ça, Oui, ouais, c'est qui comme ça. vont avoir, qui vont vraiment apporter en termes, je pense, d'immersion, etc. quoi. Oui, par exemple, sur le jeu Horizon, apparemment, tu vas sentir, grâce aux manettes, la résistance de l'eau, du courant de l'eau. Voilà. Quand tu vas tirer une flèche, ta manette, elle sera un peu plus dure, C'est ça. résistante, etc. Donc, oui, il y a le sens qui est un peu plus Ça, je amélioré. trouve que ça a vraiment apporté son lot à l'immersion, en tout cas. Il y a Panda Power qui dit les nouveaux casques présentés au CES 2023 sont portables, donc plus de fil. Par contre, ils sont en réalité, en AR, réalité augmentée, plutôt que réalité C'est ça, Virtuel. virtuel, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai noté, moi, 2 pistes. J'ai trouvé 2 pistes d'amélioration pour l'expérience en réalité virtuelle, pour notamment contrer en premier le fait que finalement, quand aussi on a un casque, on se prend souvent notre table, notre canapé, on se casse des trucs autour de nous. Et apparemment, ils sont en train de... Alors, j'aurais dû plus m'informer. Ils ont inventé les clôtures. On va te mettre dans ta chambre. Hein. On a Qui inventé ne un fauteuil, bouge t'es plus de assis ta en fait, et puis voilà. C'est- Non, en fait, ils décalent l'image. Donc, tu as le casque. Mhm. Et en fait, il décale l'image de vraiment des micro-centimètres, quoi, des millimètres. Et en fait, à force de décaler l'image, et ben toi, tu vas tourner en rond alors que tu penses que tu avances. Super, tu mets une roue, tu fais l'électricité, C'est excellent. tu recharges ton casque. En vrai, je trouvais ça. En vrai, voilà, je demande à tester. pas- Parce que pour pas- le coup, c'est pas trop mal. Il y a une vidéo où tu vois des gens qui ont les casques et ils leur font faire tout un parcours où ils vont à droite, à gauche, etc. Les gars enlèvent le casque, on leur montre la vidéo et il dit mais non, on n'a pas fait ça, c'est pas On n'a pas possible. fait Pour moi, ça. j'ai marché tout droit, quoi. Donc, c'est assez fou. honnêtement, impressionnant. Et alors, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a le Omni One, c'est un tapis de course pour réalité virtuelle à installer chez soi, un tapis de course domestique pour marcher, courir et sauter. Et j'ai même vu une vidéo d'un gars qui, je sais pas comment c'était possible, mais en fait, donc, il était attaché là, comme on voit sur la vidéo, au niveau de la taille, et il nageait. Genre, c'est tout, ses Mais c'est pieds. crevant quoi, tu joues 10 minutes, t'es en sueur quoi. C'est ça. Enfin, Laissez-moi jouer à Call of Duty Non, mais là, c'est tranquille. très je marketing. suis hein. pas un soldat. Enfin, C'est très je- marketing parce que s'il y avait des polémiques en disant ouais mais ce qu'on voit derrière c'est pas du tout ce qu'il est en train de faire, etc. Donc je pense qu'en vrai le mec il est juste en train de faire une démonstration et je pense que c'est pas aussi athlétique que ça, c'est pour vendre un peu mieux Il a le sauté, produit. l'image n'a pas sauté. Mais il y a ce truc là voilà, de tapis de course et alors j'ai La voulu grenade. en chercher un peu plus parce qu'il y avait écrit oui que la sortie initialement prévue pour ce truc là c'était 2021 sauf que on est en 2023 et il n'y a toujours rien. Enfin, moi, je sais pas vous, mais je n'en avais jamais entendu parler de ce truc-là. Et en fait, c'était assez marrant pour la petite anecdote. Il y a un vrai mystère autour de son développement. Même les investisseurs qui ont mis de l'argent là-dedans, ils pointent du doigt, je sais plus d'ailleurs, j'ai même pas noté qui faisait ça. Ils pointent du doigt les créateurs du tapis Omni One parce que en fait, il n'y a aucune transparence sur la date de sortie qui était normalement initialement prévue en 2021. Mais j'ai trouvé une salle de jeu à Nice, si jamais vous voulez tester ces tapis-là. Elle s'appelle Game Over Réalité Virtuelle. Et donc c'est une salle de réalité virtuelle avec 2 Omni. Donc voilà, je pense que c'est à tester, ça doit être quand même une expérience de jeu assez incroyable. Mais là, en revoyant encore la démo, déjà, je comprends que ça prenne du temps, etc. Mais même, je pensais, une fois que tu l'as acheté, la maintenance, que ce sont des pièces qui bougent, etc., ça va être un enfer, t'imagines? À Paris, c'est pas possible. T'as pas la Le place de modèle stocker. économique, il sera sur quoi? Sur les pièces détachées? Genre, il faut que tu te rachètes la sangle, etc., la 4e sangle ici, qui va te coûter encore 50 €. Enfin, ça demande un équipement quasi professionnel. C'est pas un petit casque ou une petite console de salon. Là. Ça, ouais, il l'appelle. C'est un ça, il véritable l'appelle tapis équipement. de course domestique. Hein. Ça, c'est le modèle Tapis de à course, vendre, qu'ils veulent vendre chez toi.
chez nous. J'imagine même pas le prix. Ouais. Lavos dit effectivement pour les salles d'arcade, oui, c'est typiquement le cible, quoi, parce que effectivement c'est génial de pouvoir faire cette expérience une fois. Ouais. Parce que même en plus, tu l'as chez toi, bon, ok, tu le fais un petit peu, mais je pense qu'on s'en lasse un peu. Tous les jeux doivent pas être compatibles. Enfin, je sais pas. Je ne vais pas investir là-dedans. Donc pour vous, clairement, ce genre de truc, ça n'améliorerait pas l'immersion dans un jeu vidéo ? Le défi n'est pas que technologique. En fait, on a une super technologie. Il faut trouver quoi en faire, honnêtement. Je profite pour faire un peu de pub pour l'école parce qu'à Isart, on apprend aux développeurs à développer en réalité virtuelle. Et il y a beaucoup de projets étudiants en réalité virtuelle qui sont juste géniaux. Avec des trucs. L'an dernier, on a eu un jeu. Ils sont tous téléchargeables sur le itch.io de Isart, si vous voulez tester chez vous. Il y a un jeu multijoueur coopératif en VR qui s'appelle Trust My Sense, où on incarne deux personnages. Il y en a un qui est aveugle et l'autre qui est sourd. Et donc, il y en a un qui a le son et l'autre qui a uniquement la vue. Et c'est absolument incroyable comme expérience. Alors, c'est très court, c'est un projet étudiant, mais c'est une super expérimentation autour de ce genre de concept. Et on se dit, bah, tiens, voilà, c'est pour ça que la VR est intéressante. On fait des expériences qui sont un peu niches, qu'on ne peut pas faire autrement. Ça n'a aucun intérêt à faire avec une manette. Par contre, moi, j'étais là, j'ai joué le rôle du joueur aveugle. Donc, on a juste des objets en surveillance quand on approche la main, donc on a l'impression de les toucher. Et j'étais là, je fouillais mon environnement, je me rends compte qu'il y a une peluche derrière moi, je m'amuse à la lancer, puis je la fais tomber, je la retrouve plus. Donc, je la cherche par terre et je suis là comme un con dans la salle. Mais c'est génial, c'est absolument génial. Mais c'est d'autres formes de jeu. C'est d'autres formes de jeu. Ouais. Y a un autre projet étudiant où on se réveille dans un univers un peu cartoon dans une chambre d'hôtel. Et il y a un cadavre face à nous. Le jeu s'appelle Hide the Corpse. Et il y a la police qui commence à toquer à la porte. Il faut prendre le cadavre à bout de bras avec les manettes et se trouver un endroit où le cacher. Donc on se dit, tiens, dans la baignoire, on n'arrive pas à le passer. C'est vachement lourd. Je vais ouvrir l'armoire, mais il y a une main qui pendouille, on ne peut pas faire arriver l'armoire, ça bloque. Merci infiniment à tous les étudiants qui ont des idées de dingue comme ça et qui permettent d'explorer, qui repoussent les limites de ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça, moi j'ai été très critique depuis le début de l'émission, mais j'adore la VR parce que c'est des trucs qu'on peut. C'est une nouvelle possibilité, tout simplement. En fait. C'est unique, quoi. C'est des trucs qu'on peut pas expérimenter autrement. Ça en clavier souris, c'est ennuyant en fait. Aucun intérêt. Voilà. Et il y a Equila 16 qui nous disait qu'elle confirme bien que c'était un casque filaire. Je pense que c'était. Merci Equila 16. Alors. Du coup, est-ce que, à votre avis, alors là c'est de la pure spéculation, c'est vraiment vous nous donnez votre avis, est-ce qu'on pourra vivre un jour dans un jeu vidéo, même si tout à l'heure vous avez exprimé un peu votre avis là-dessus, est-ce qu'on pourra un jour vivre dans un jeu vidéo, Mathéo? C'est compliqué, il faut voir déjà, est-ce que vivre dans un jeu, il y a différents niveaux pour vivre. Moi j'ai vécu dans un jeu en incarnant un personnage dans Stardew Valley qui avait sa propre ferme. Mais si on parle vraiment de vivre dans un jeu vidéo, alors là, ce qui me vient à l'esprit, c'est les films comme Matrix, c'est les films Tron dans les années 80, où le personnage principal, le héros se retrouve prisonnier de son jeu. Et là, je me dis, ça commence à faire peur, quoi. Donc, c'est dur de se projeter là-dessus, mais je pense pas que ce soit pour tout de suite, quoi. C'est très très dur, je pense. Et toi, Yannick? Prisonnier. Sans vouloir jouer le blasé, on peut déjà un peu, il y a eu des expériences, World of Warcraft ou Second Life, on vit dans un jeu vidéo, sans la VR, mais on pourrait imaginer la même expérience en VR sans problème, sans souci. C'est les trucs qui ont fait le buzz, tout ça et tout, surtout Second Life. Puis Second Life, on s'est rendu compte, donc ça date de début des années 2000, 2005 je crois, si je dis pas de bêtises. Le truc est toujours live, on peut toujours s'y connecter, et on se rend compte, non, on se fait chier, quoi. En fait, le but d'un jeu vidéo, c'est de s'évader, de vivre autre chose que la vraie vie. Donc, si on s'amuse à répliquer la vraie vie dans un jeu vidéo, c'est pas si fun. Faut un truc en plus. Alors, World of Warcraft, ça a plus d'intérêt parce qu'on vit une aventure, on incarne un orc, un elfe, on est combat, mais on peut aussi avoir des interactions sociales, on rencontre des gens. Surtout pour ça, oui. Voilà. Les interactions sociales. J'ai rencontré des gens. Après, j'aime pas les gens, mais bon, c'est notre histoire. Mais on rencontre des gens, on a l'expérience, il y a eu des récits de trucs incroyables, il y a eu des funérailles dans World of Warcraft, quand il y a un joueur qui est décédé, c'est arrivé d'organiser des funérailles, il y a eu des manifestations spontanées, il y a eu des trucs incroyables. Est-ce qu'il y a eu des concerts comme dans le métaverse de Facebook? Fortnite, il y a des concerts dans Fortnite, donc ça existe déjà. Mais aller à un concert dans Fortnite,
Ok, Je suis c'est inédit, d'accord. très bien, c'est top, super Mhm. opération com et tout ça, mais bon, moi, ça me fait pas plus. Enfin, oui, j'ai envie d'aller à un concert quoi, dans une Ouais, salle ouais, avec des. Voilà, c'est juste pour avoir le son avec Enfin, bon, c'est. carrément. Mais après, je suis totalement d'accord sur ton point de vue. Si on met de côté la VR ou même plus loin les films comme Matrix ou Tron, on peut vivre dans un jeu. Moi, j'ai des camarades qui sont un peu plus âgés que moi, etc., qui avaient, ils rentraient du boulot, ils avaient une seconde vie dans les jeux vidéo et dans WoW. Voilà, ils étaient maîtres de guilde, ils avaient une famille à gérer. Et ça, ils avaient une vie totalement différente, mais rien à voir. Et pourtant, ils adoraient, c'était génial et ils ont passé peut-être quelques années dessus. Et ça, je pense, ça crée des souvenirs pour la vie, dans le meilleur des cas, etc. Donc, et c'est beaucoup de responsabilité aussi, ça c'est sûr. Donc Alors, oui, je suis totalement d'accord là-dessus. Le fait de vivre. je voudrais souligner, il y a des gens qui gagnent leur vie dans World of Warcraft, notamment en Asie du Sud-Est. Il y en a plein, de gens qui passent leur journée à récolter des pièces d'or pour aller les revendre contre du vrai argent sur le marché noir. Donc Énorme. voilà, Qui vivent, ouais. ils vivent de ça. Est-ce que bon, ils kiffent leur vie virtuelle Mm, mm. Bon, je pense que Bah, chacun c'est plutôt son. des populations assez pauvres, etc., où le salaire moyen du pays est très très faible. Et donc, c'est des échappatoires qui permettent de gagner sa vie ou de gagner un peu plus que ce qu'ils auraient pu faire. Ouais, Mais je pense pas que ce soit une situation à envier. ouais, ouais. C'est relatif au pays, ouais. Pour la petite blague, j'ai posé la question au chatbot GPT. Je lui ai demandé vivrons-nous un jour comme dans le film Ready Player One. Il m'a répondu que c'était peu probable. Du coup, je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a répondu en 5 points. Alors, j'ai trouvé que les 5 points, c'était pas vraiment des pourquoi, c'était plus des limites. Enfin, vous allez voir. En gros, de manière très rapide, il m'a parlé de l'impact sur la santé mentale, le fait qu'il y avait une dépendance, l'isolement social, bref, tout ça, on le sait. L'impact sur les relations sociales. Un impact écologique, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément en tête, mais en gros, les technos liés aux jeux vidéo consomment énormément d'énergie. Problème économique avec l'accès inégal aux technologies. C'est vrai. Le fait que tout le monde ne pourrait pas s'acheter Un casque VR. à 600 euros. Sans- Exactement, donc ça aggraverait les inégalités existantes. Et par le fait qu'aujourd'hui, de toute façon, on est vachement limité en termes de technologie, on n'y est pas. Donc je pense que il n'arrivait pas à se projeter, chatbot GPT. Pas d'imagination. Oh, oh. Et pour finir, il m'a dit il est important de maintenir une balance saine entre la vie réelle et la vie virtuelle. J'ai trouvé ça très drôle et je l'ai utilisé parce que ça faisait une belle transition sur la dernière partie de cette émission. Où là, l'objectif, c'est de voir un peu les limites de l'immersion de manière générale. Et on va commencer sur la fragilité de cette immersion, le fait qu'il y a des incohérences entre scénario et gameplay. Et donc pour ça, il y a un mot qui existe, ça s'appelle la dissonance ludonarrative. Et ça a été mis en avant par le designer d'Ubisoft qui s'appelle Clean Talking. Et voilà, donc c'est le fait d'avoir une incohérence entre scénario et gameplay. C'est le moment finalement où le joueur il comprend que tout est faux et du coup il décroche. Est-ce que vous avez là une incohérence en tête qui vous a fait décrocher totalement de votre jeu ? On parlait des murs invisibles par exemple tout à l'heure déjà. Ouais, ça dépend. Après, on l'accepte plus ou moins, mais dans Deus Ex, on incarne un super flic voilà, qui veut sauver le monde d'un complot mondial. Et on cambriole les appartements de particuliers parce qu'il y a des objets à récupérer. Il y a du loot. Donc, ouais, j'ai besoin d'argent, j'ai cambriolé parce que je peux le faire. Quoi. Le jeu ne me punit pas pour ça. Donc, je le fais, mais en fait, ça pète le roleplay. Quoi. Je suis plus un personnage. Voilà, quoi. Je suis en train de jouer à un jeu où j'optimise ma progression. Tout simplement. Et toi Mathéo ? À titre personnel, c'est sur Watch Dogs 2. On incarne un groupe de hackers qui est contre le gouvernement, donc c'est dans un monde très dystopique. Et en fait, on peut complètement tuer tout le monde. Il y a la voie non létale, mais qui n'est pas forcément mise en avant. Et c'est vrai que parfois, on peut se demander si c'est forcément le bon choix, et si au final, on n'est pas pire que le gouvernement. Et ça aussi, je l'ai eu sur. Après, là, c'est moins moins un problème, mais j'ai eu beaucoup ce questionnement sur Far Cry 3, où
Ou pour faire très rapidement, on est un groupe d'Américains fortunés, un peu fils à papa, qui débarquent sur une île. On se fait capturer par les locaux, qui est une milice armée. On est prisonnier, on s'échappe, notre groupe d'amis se fait tuer, il va falloir survivre. Et au final de notre aventure, au fur et à mesure de notre aventure, notre personnage il monte en compétences, il tue de plus en plus de personnes. Et la moralité, c'est, au final, est-ce que c'était les locaux qui étaient méchants ou c'était pas nous? Et c'est vrai que quand j'ai vu, mais oui, c'est vrai, mais depuis le début du jeu, mais j'ai tué toute l'île en fait. Et là, on a vraiment ce choc-là. C'est la crédibilité d'un personnage qui n'avait pas touché une arme depuis le début. J'invite les viewers à revoir l'intro de Final Fantasy X. On incarne un personnage littéralement dans une cinématique, on nous donne une épée, puis là, je n'arrive pas à manier l'épée, c'est trop difficile et tout. Et genre 10 secondes plus tard, il y a un tuto qui nous montre comment faire une super attaque, et on voit le personnage qui fait attaque. Je suis entièrement d'accord. Ça rend moins bien parce que j'ai pas pu faire la triple pirouette comme j'aurais voulu faire. Mais avec la VR, tu pourras peut-être bientôt. Peut-être. Et c'est ridicule. C'est un jeu qui fait partie des plus grands jeux de tous les temps. Enfin voilà quoi. Mais ça casse complètement le truc quoi. Il y a Fonge Pied qui dit Paper Please est un jeu très intéressant sur la morale d'ailleurs. Ça, c'est des jeux après plus de morale, etc. Le jeu a été conçu pour, il n'y a pas trop de dissonance, je crois. Mais pour le coup, là, c'est des bons dilemmes sur ce jeu. En fait, c'est-à-dire que quand on a joué à beaucoup de jeux, on remarque les schémas en fait, et on se dit c'est ça qui est attendu de moi, et même si ça n'a aucune cohérence avec le contexte, tout ça. Je prends un exemple tout bête, quand on doit aller chercher un truc dans le fond d'un donjon, on va pas prendre le chemin le plus court, parce qu'on a envie d'explorer tout le donjon, parce qu'on sait qu'il y a des trésors à récupérer. Ce qu'on ferait jamais dans la vraie vie. Si je vais chercher un truc à la poste, je vais pas explorer toute la poste pour essayer de récupérer les trucs. J'adorerais, je serais curieux de savoir. Et Papers, Please fait partie de ces jeux où tous les choix sont importants. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on incarne un garde frontière dans une parodie de République soviétique, et on doit choisir si on laisse rentrer les gens ou non. Et on a des instructions qui au début c'est simple, c'est que les gens de telle et telle nationalité, puis à la fin c'est alors les gens qui ont un permis de travail qui n'est pas périmé sauf ceux qui viennent de telle région. Aussi ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a une famille à nourrir, on incarne un personnage qui est dans une situation extrêmement précaire, et il a face à lui des personnes qui sont aussi dans la misère, et il faut savoir jusqu'à où on va être capable d'aller en termes de morale. Mais le problème, c'est que dans ce cas, c'est notre famille, on risque de ne pas ramener assez d'argent à la maison et de perdre le jeu, parce que avec toute sa famille, on ne peut pas acheter de médicaments, on ne peut pas peut-être payer ses dettes, ou on peut pas la nourrir tout simplement. Ou alors on joue la morale, ou alors on essaye de on essaye d'être... de gagner un maximum d'argent. De gagner un maximum d'argent au risque de se faire prendre. On peut avoir une prime en dénonçant un terroriste, ou voilà quoi. Puis juste, c'est un jour on incarne un douanier quoi. Ouais, c'est génial, testez-le quoi. C'est une expérience unique dans sa vie et c'est fun. C'est vraiment un monument du jeu vidéo que Return of the Obra Dinn que je citais précédemment, donc Lucas Pope. Et c'est une référence, une pépite. Et alors, est-ce que parce que donc avec l'avènement du photoréalisme là, ces derniers temps, il y a aussi un peu la polémique qui arrive en mode ok, on améliore l'immersion de l'utilisateur, du coup les ressentis c'est plus. Et donc du coup, forcément, on va ressentir plus de choses positives et plus de choses négatives. Et il y a cette peur un peu, j'ai l'impression que du coup, vu que c'est du photoréalisme, ça va augmenter la violence chez les joueurs. Vous en pensez quoi? Est-ce que vraiment le photoréalisme pourrait avoir un impact sur notre... comme on est acteur du jeu, on a une scène violente, est-ce qu'on pourrait se sentir plus concerné, plus violent, plus... Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont pas tout publics, et faire un jeu d'horreur en VR, c'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment terrifiants, donc voilà, le public averti. Voilà. Mais bon, je pense que c'est un vieil épouvantail, c'est une polémique qui a 30 ans, c'est vrai ce que la violence... voilà. Alors qu'en fait, ça détourne notre attention de vrais problèmes liés aux jeux vidéo, à savoir le fait qu'il y a des mécaniques qui sont très addictives et qui poussent à dépenser beaucoup plus, qui mettent des gens dans des situations compliquées à cause de ça, le fait qu'il y ait des enfants qui sont isolés dans le jeu vidéo parce que c'est facile des fois de laisser son enfant devant un écran, et puis voilà, il y a des problèmes d'isolement social. Donc
Voilà, le problème, c'est pas la violence, c'est un tout petit aspect du problème, quoi. C'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un va s'enfermer dans un jeu vidéo violent et pourrait être. Si quelqu'un se met à faire une tuerie après avoir joué à un jeu vidéo violent, il n'y a pas que le jeu vidéo, c'est pas ça qui a trigger le truc. On a plein de jeux aujourd'hui, on n'est pas tous des meurtriers de masse. Il y a des trucs plus complexes là-dessus. Il est vrai, par exemple, qu'il y a des jeux vidéo où il peut y avoir des réseaux terroristes qui se montent parce que c'est des communications qui sont souvent pas surveillées au sein des communautés de jeux vidéo. Donc ça, c'est une problématique. Est-ce qu'on surveille? Mais en même temps, on met des lois pour la protection des données. Donc est-ce qu'on ne surveille pas? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une problématique très complexe. J'ai absolument pas de réponse à ça, mais je pense que c'est plus intéressant que juste le simple niveau de la quantité de sang et d'hémoglobine qu'on voit à l'écran. D'ailleurs, pas trop de rapport avec l'immersion et les jeux vidéo, mais j'ai appris aussi que League of Legends, c'était genre la communauté la plus hardcore en termes de... je sais pas comment on dit... la plus toxique. Ouais, la plus toxique, ouais. Oui, j'ai vu... Là, j'en ai vu quelques-uns sur le chat, ils se reconnaîtront, etc. Après, je pense à partir de 1 à 2 heures du matin, on commence à changer de comportement. Mais oui, c'est sûr. Et chaque joueur de League of Legends vous diront ah non, mais je joue surtout pas à ce jeu, c'est le jeu du démon, etc. Alors que pourtant, ils y jouent tous. Ils y jouent tous, quoi. Ouais. Et moi, je vais vous avouer quelque chose. Tu t'es mise à League of Legends aussi, alors c'est ça? Ouais, je me suis mise à League of Legends en me faisant les frais. Et j'ai pleuré parce qu'on m'a traité de noob. En fait, c'est le genre de jeu où, là, en termes d'immersion, ça prend quand même pas mal. Enfin, moi, en tout cas, je trouve. Et les gens qui jouent avec toi, des fois, ils sont durs. Et je me rappelle, l'une des toutes premières fois où j'ai joué, parce qu'après, on me traitait pas une noob. Mais l'une des premières fois, on me traitait de noob et je pleurais, genre, je suis nulle. Ouais. Maintenant, c'est toi qui les traites de noob. Ah ouais, fallait rotate au Drake, Laure. Mais juste pour rebondir... Ouais, je pense aussi que pour la violence, c'est pas vraiment le problème. C'est quelque chose qui est déjà, c'est une question qui est déjà présente depuis longtemps. Oui. C'est simplement il faut vraiment, j'allais dire modérer, mais surtout il faut faire attention aux plus jeunes. Moi, je sais que j'aurais pas du tout supporté des jeux gore. Des jeux gore petits, même pour, je sais pas, pour ma petite sœur, des jeux d'horreur, des choses comme ça. Mais encore une fois, le vrai souci, je pense, il y en a deux, c'est la rétention avec les microtransactions. L'arrivée, ça c'est Fortnite qui a établi cette nouvelle norme, mais c'est le Battle Pass. L'idée qu'on a des récompenses à débloquer si on joue beaucoup, et vraiment si on joue beaucoup, ça c'est quelque chose qui a vraiment propulsé et mis en avant le système de microtransactions où les gens... Alors, attends, j'ai pas compris. Quel est le rapport entre les microtransactions et... L'idée, c'est de pouvoir... On a une centaine de niveaux à compléter. Il faut beaucoup jouer pour pouvoir finir et avoir les dernières récompenses qui sont les plus intéressantes. Okay. Et pour ça, soit on joue beaucoup, donc système de rétention, ou alors on paye. Okay. Et ensuite, il y a toujours cette idée de vouloir se différencier des autres. Et les gens sont prêts à mettre des sommes astronomiques pour pouvoir avoir un costume différent de son voisin. Ouais. Donc ça, il faut faire super attention, surtout encore une fois pour les plus jeunes. Et ensuite, il y a vraiment l'idée que c'est quelque chose qu'il faut vraiment modérer. C'est pour ça que c'est pas pour rien que je crois que c'est en Belgique, les microtransactions, les jeux avec microtransactions sont complètement interdits, je crois. Alors, c'était en discussion. Je ne sais pas si c'est passé ça, parce que ça en tout cas, je sais que sur Battlefront 2, en tout cas, c'était passé direct. En tout cas, ouais. Mais oui, ça crée pas mal de polémiques. Donc, une pression sur le Battle Pass, en fait, le principe, c'est que tu l'achètes. Et après, si tu veux rentabiliser ce que tu as dépensé, tu es obligé de jouer, mais une quantité incroyable. Et tu as l'impression que si tu joues pas, tu perds ce que de l'argent que tu as dépensé. Ouais. Oui, ça devient c'est un investissement pas rentable, en fait. Ouais. C'est très, très vicieux. Mais dans une perspective positif, des fois, il y a des applications. Par exemple, j'essaie d'apprendre le japonais avec Duolingo, une application donc, pour apprendre une langue sur son téléphone. Et ils utilisent ces mécaniques-là de rétention pour nous récompenser, pour nous mettre un petit coup de dopamine dans le cerveau, pour nous inciter. Voilà, j'en suis à 90 jours non-stop d'apprendre. Bon, je progresse pas parce que c'est difficile, mais je me maintiens et j'arrive à tenir le truc. C'est utilisé dans les programmes de régime alimentaire. Voilà, avec Weight Watcher, on a ce qu'on appelle la gamification en fait. On reprend des mécaniques de jeux vidéo pour inciter les gens à prendre les bons comportements. Et pour Duolingo, en plus, il y a vraiment deux choses qui ont été reprises pour la rétention. La première, c'est Snapchat avec le système de flamme.
si on ne loupe aucun jour, notre compteur augmente, c'est bien ça, hein, Ouais, je c'est crois. ça. Et ensuite, le deuxième, c'est le système, comme sur League of Legends, le système de ligue. C'est-à-dire que plus on augmente, meilleur sera notre classement. Donc au début, t'es bronze, t'es un noob. Voilà. Ensuite, t'es silver, or, diamant, etc. Et le but, c'est d'être toujours le plus haut. Oui, Et comme c'est un système de classement, il va falloir vraiment se surpasser, surtout dans les derniers paliers, pour pouvoir accéder au suivant. C'est horrible. Et ça, c'est un système de rétention qui garde des gens sur League of Legends, mais toute leur vie. Ouais, ça, c'est- ouais, je- ouais. ouais, vraiment. Mais on se fait pas insulter quand on rate un mot. Et Ah, voilà, non, c'est bon. l'avantage. Ah, On se fait pas traiter de c'est- noob. ouais. Putain, tu parles pas japonais, mais t'es une merde. Et toute dernière chose avant de conclure, la petite touche finale. On parlait tout à l'heure, on nous a dit, est-ce que vous avez vu le dernier casque de réalité virtuelle du cofondateur d'Oculus, Palmer Luckey? J'ai trouvé ça incroyable que ce soit le cofondateur d'Oculus qui invente ce truc-là. En fait, maintenant, accrochez-vous, c'est possible de mourir en vrai si on meurt dans un jeu vidéo. Alors je vous rassure, c'est pas commercialisé, alléluia. Sinon je me serais dit, purée, c'est quoi ce monde? Mais en fait, l'objectif, c'est que, comme vous le voyez là, en gros, il y a les trois pics là qui dépassent, c'est des C'est explosifs. horrible. Et en fait, si vous perdez dans le jeu vidéo, il y a un signal qui est envoyé et du coup, ça active les explosifs et du coup, votre cervelle part en confetti. Et j'ai noté une citation que Palmer Luckey a dit, et c'est là où tu te dis, ok, genre la recherche de l'immersion peut aller très très loin. Il dit, les graphismes impressionnants peuvent donner à un jeu une apparence plus réaliste, mais seule la menace de conséquences sérieuses peut rendre l'expérience réaliste pour vous et toutes les autres personnes dans le jeu. Là, Et là, tu te dis, ok, t'as intérêt à bien t'accrocher au sens littéral du terme. Hein, parce que, ouais, c'est wow. clair. Tu le jettes sur quelqu'un. Non, mais ceci dit, ça pose une vraie question parce que ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est l'enjeu dans les jeux vidéo, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que quand on meurt dans un jeu qui a aucune conséquence, ça détruit tout, quoi. Et justement, pour les jeux d'horreur, c'est un vrai problème parce que tu as un zombie qui t'attrape. Ok, tu te fais avoir une fois. Après, tu sais qu'il est là quand tu repasses. Donc, il n'y a plus rien, quoi. Les sensations. Donc, comment on fait pour maintenir l'enjeu? Ouais, ouais. C'est l'origine du succès de jeux comme Dark Souls, Elden Ring, où la mort est lourde de conséquences. On peut perdre tout ce qu'on a accumulé comme expérience jusqu'à présent. Donc, on s'accroche, on a peur de mourir, on meurt souvent, c'est difficile. Du jour, on se dépasse, quoi. Et de souvenirs dans Ready Player One, c'est ça aussi d'ailleurs, je crois. Quand on meurt, on Ouais. perd pas tout notre stuff, On un truc perd comme tout, ça. ouais, ce qui est un peu bizarre en termes de progression. Mais... Ouais, c'est le système de rejouabilité, je pense, pour le jeu d'horreur. Tu sais que le monstre est derrière la porte à droite. Bon, voilà, il n'y a plus de rejouabilité, quoi. C'est ça. Très bien. Et on arrive au terme de cette émission. Merci d'avoir été là. Alors, avant ça, j'ai plusieurs choses à vous partager. Est-ce que déjà, si ceux qui nous regardent veulent continuer, et ceux qui regarderont en replay, veulent continuer à discuter avec vous, est-ce qu'ils peuvent vous contacter sur LinkedIn? Bien sûr. Donc Oui. du coup, Yannick Bourquin et Mathéo Dominguez. C'est ça. Très bien. Et Mathéo, je crois que tu voulais aussi parler d'un Discord. Et après, si les gens veulent continuer à parler de VR, de jeux vidéo, etc., qu'ils n'hésitent surtout pas à rejoindre le Discord de l'association, discord.gg/foresport. On a des experts là-bas, ils seront ravis de partager leur passion du jeu vidéo. Top. Alors, les annonces des gagnants. Première chose. Vous serez contacté par message privé. Gagnant numéro 1, et alors là c'est le moment que je déteste à chaque fois, parce qu'il faut prononcer les pseudos, je me rapproche parce que je vois pas bien. Babar Graou. Gagnant numéro 2, SML BRHM. Gagnant numéro 3, Rhys Trey, je suppose. Du coup, pour vous, vous avez gagné cette petite console tout à fait... Très immersive. Oui. Qui Parfait, se recharge par USB et pas par pile. Et du coup, le pull Foresport, il est pour Bagar Graou. Ah, du coup, il a gagné 2. Ouais. Il a gagné les 2. Très bien. Voilà. Deuxième chose dans cette conclusion. Je voulais parler d'un événement qui arrive, qui est organisé par les Frais et ça s'appelle le Game Jam. Donc c'est un hackathon pour créer un jeu vidéo. Donc ça va être sur les jeux vidéo et la VR. Donc vous allez voir la com passer sûrement dans vos adresses mail, je suppose. Et ça sera autour du 8, 9, 10 avril. Donc si ça vous intéresse, regardez vos mails. Ça va arriver, vous allez pouvoir vous inscrire. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Le replay va être dispo
à partir de normalement mercredi sur la chaîne YouTube de l'Effray. Et puis je vous remercie de nous avoir regardés. Je vous remercie Mathéo et Yannick d'avoir passé ce moment avec nous. C'était fort agréable. Merci beaucoup, c'était top. Plaisir partagé en tout cas. Et c'est top. Merci encore à vous de nous avoir regardés. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Donc à très vite.